On a parlé de beaucoup de choses déjà, hein, du concept de transition juste, des défis, des vulnérabilités avec Solange, de l'inquiétude, du rôle des milieux financiers avec, je pense, en filigrane une question, celle de l'acceptabilité de la transition. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est ce que nous allons voir maintenant avec Jean Boissineau, adjoint au directeur de la stabilité financière à la Banque de France et secrétaire général du NGFS. C'est à vous. Alors, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec vous. Et si j'avais su ce que mes prédécesseurs auraient dit, j'aurais raconté quelque chose de complètement, merci beaucoup, quelque chose de complètement différent. Je pourrais que renchérir sur ce qui vient d'être dit, sur la question de l'intention dans ce qu'on fait. C'est quelque chose qui, je pense, doit obséder le financier, en fait. Enfin, à quoi ça sert ce que je fais? Parce que c'est le jour où on perd de vue cette intention qu'on commence à faire des bêtises, et tout ce qu'on peut faire en termes de normes, de compliance, etc., c'est jamais au mieux qu'un third best. La vraie boussole, ça doit être pas est-ce que je fais en fonction des règles, mais est-ce que je fais bien en fonction d'un objectif qui est juste. Voilà, enfin, pardon, je me sens obligé de le dire parce que je suis 200% d'accord. Comme le disait Solange, la transition juste, c'est un peu un mot valise. Et pour être tout à fait honnête, moi je suis banquier central. Quand Alessandro et Nicolas m'ont dit tiens, est-ce que tu peux venir pour parler à la conférence de la CFA Society, j'ai dit oui, bien sûr. Puis ensuite, ils m'ont dit ce sera sur la transition juste. Je me suis dit alors là, pas de chance. Vraiment, s'il y a un sujet sur lequel, en tant que banquier central, normalement, je m'astreins à ne pas parler, parce que c'est un sujet où, comme le disait Solange, on parle d'un impératif moral. Personne ne m'a donné mission de parler d'impératifs moraux. Enfin, c'est hors du. Enfin, j'ai bien des avis, mais enfin, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai vocation à m'exprimer. Sinon, c'est aussi un impératif pragmatique. C'est toute l'économie politique de la transition qui est derrière. Bon, guess what, là aussi, j'ai passé 15 ans au ministère des Finances. Je sais ce que c'est, mettre en œuvre une politique, c'est compliqué, etc. Là aussi, je pense qu'un banquier central n'a pas grand-chose à dire, ou en tout cas a le droit de se taire. Et donc, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire sur le sujet? Et là, je me suis dit, au fond, si je regarde, donc moi je m'occupe en particulier du secrétariat d'un réseau de 142 banques centrales et superviseurs, et puis quelques organisations internationales à côté, qui collaborent sur les questions liées au changement climatique et à la crise environnementale pour construire les outils de leur propre action. Et je me suis dit, peut-être que cette perspective-là a un intérêt. Et au fond, ce qui est vrai, c'est que ça me donne l'occasion de voir un tas de choses. Et donc, en me décentrant, je me suis dit peut-être que le vrai sujet, au fond, de la transition juste, que je vois, c'est des discussions que j'ai vraiment au quotidien avec plein de gens dans mon environnement personnel, familial, amical, etc. La question qui est sous-jacente, c'est vraiment la question de l'acceptabilité de la transition. C'est parce que cette transition est difficile qu'au fond, on remet sur le devant de la scène la question de la transition juste. Et il y a 4 questions qui reviennent tout le temps. Et c'est les 4 questions auxquelles je me suis dit, vu d'où je suis, je crois que j'ai des réponses, en tout cas j'ai des réponses à partager, pas forcément des réponses à apporter. La première question, c'est vraiment, c'est pas juste. C'est pas juste, la France, on a des crues, et puis on représente quoi? Allez, 4% des émissions au niveau mondial, et puis faut-il vraiment, tous ces efforts en valent-ils la peine? La deuxième question, qui revient souvent, c'est beaucoup trop dur. Ok, très bien, on se dit on va arriver à la neutralité carbone, mais en fait, au fond, quand on regarde, c'est quand même compliqué. Et oui, c'est effectivement compliqué. Une autre question qui parfois est évoquée, c'est bon, en fait, on devrait se focaliser que sur le climat, et tout le reste, vraiment tout le reste, c'est accessoire, parce que c'est du long terme, et on verra, on aura le temps de s'occuper du long terme. Et donc, au fond, jetons vraiment tout ce qu'on peut dans la bataille pour le climat, et ne nous posons pas trop d'autres questions par ailleurs. Et puis une dernière question qui, moi, me frappe beaucoup, parce que je prends le temps d'aller discuter avec notamment pas mal d'étudiants, c'est un espèce de sentiment assez gloomy. Dans tous les cas, en fait, monsieur, c'est mort, quoi. Bon. Et je voudrais vous répondre à chacune de ces questions. Alors, c'est pas juste, j'ai déjà commencé à l'évoquer. Souvent, on dit, voilà, franchement, la France, est-ce que ça vaut le coup?
on représente rien du tout, quoi. Donc nous décarboner, nous, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? Et ça vraiment, avec ma perspective de travailler au quotidien avec des gens de partout dans le monde. D'abord, j'ai fait un peu de maths, donc j'ai compris que 100% est égal 50 fois 2%. Donc au fond, il y a toujours un 2% auquel il faut s'attaquer. Mais surtout, c'est la mauvaise manière de regarder le sujet. Il y a une autre manière de regarder le sujet qui est de se dire, ok, très bien, rapportons ça d'abord à des gens. Ok, de quoi on est responsable? Et oui, certes, on progresse, ça diminue, on était à 10 tonnes, on arrive à 2, alors sur une base de production, je sais, on peut discuter infiniment, mais ok, d'accord, mais on est toujours nettement au-dessus de l'Inde. D'accord? C'est pas, je veux dire, on n'a pas fini, on ne peut pas dire que c'est juste de ce point de vue-là. Autre chose, le problème du changement climatique, c'est fondamentalement un problème d'émissions depuis le début des temps, quelque part, puisque le CO2 disparaît très lentement de l'atmosphère. Et certes, donc, on représente un petit 2% des émissions cumulées, mais notre politique climatique, elle se pense à l'échelle de l'Europe. À l'échelle de l'Europe, on doit être encore un peu au-dessus de 15%. On est encore au-dessus de la Chine. D'accord? Donc on est responsable du problème à hauteur de la Chine. C'est pas, voilà, on ne peut pas se dédouaner de ça. Et puis surtout, ça c'est pour le coup quelque chose que vous avez tous bien en tête, mais le plus j'en parle avec mes membres, le plus c'est frappant, c'est que l'impact du changement climatique, il est massif auprès des pays les plus pauvres. D'accord ? Ça vaut à l'intérieur de nos sociétés, cet effet-là. Ça vaut aussi à l'échelle mondiale, c'est à peu près clair. Et donc si on veut parler de justice, on est obligé de regarder ce sujet-là en face et de se dire, au fond, on le fait aussi parce que les gens qui sont les plus affectés sont aussi les plus vulnérables à l'échelle mondiale. Au passage, d'ailleurs, parfois, on se dit, alors, il faut que nous, on fasse la transition, puis en fait, est-ce que c'est vraiment... En fait, il faut qu'on se partage une espèce de part de gâteau. Une des bonnes nouvelles de ce qui se passe quand on regarde le monde émergent et en développement, d'abord, c'est qu'il existe une trajectoire de croissance décarbonée pour ces pays. La transition n'est pas antagoniste au sujet du développement. Ils sont, de ce point de vue-là, il faut arrêter cette espèce de discours où on serait obligé de passer par le fossile pour se développer. Donc en fait, tous les pays, ça c'est issu d'une série de rapports de la Banque mondiale qui regardent pays par pays comment le pays fait pour se développer sur une trajectoire écologiquement et socialement soutenable. C'est compliqué, mais on y arrive. Et en particulier, ce qu'on voit, c'est que c'est pas seulement une question de coût, parce que massivement, on est en train de parler de quelque chose qui est de l'ordre de 2% du PIB d'investissement en plus dans beaucoup de pays. Alors, c'est plus que ça au Pakistan, au Cameroun, au Sahel, mais ça, c'est des pays dans lesquels, indépendamment du changement climatique, il y a des besoins d'investissement qui sont massifs pour leur développement. Donc, au fond, non seulement il faut... je veux dire, on est... la transition, c'est pas eux avant, ou c'est pas... Voilà, mais en plus, elle est déjà engagée chez eux. Enfin, elle se passe aussi chez eux, et ils partent de tellement loin que dire... On finira notre transition quand l'Afrique l'aura faite. Franchement, pardon, c'est un peu ridicule, quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est très dur. Et c'est très dur parce qu'on l'a tous en tête. Ces émissions, elles ont fait pratiquement que augmenter depuis la nuit des temps. Puis quand on commence à regarder le sujet, en fait, c'est partout dans notre économie. Donc on voit bien que ça va être compliqué d'arriver à la neutralité carbone. Et puis au fond, je pense que vous avez tous vu ce genre de graphe. Si on veut respecter un budget carbone à 1,5, ça devient de plus en plus... Enfin, l'absence de progrès rend les choses de plus en plus tendues. C'est un peu comme si on devait faire tout le changement du jour au lendemain. Donc oui, c'est dur en fait d'arriver jusqu'au bout. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que 1, on n'a pas le choix, et 2, c'est possible. On n'a pas le choix parce que si vous voulez stabiliser le climat à 1,5 degré, vous allez me dire qu'il faut atteindre la neutralité carbone dans la décennie 2040. Très bien. Au passage, parce qu'on a un budget carbone qui est limité. Si vous voulez stabiliser autour de 2 degrés, peut-être que 10 ans de plus, ça marche. Mais si vous voulez stabiliser à 3 degrés, 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, 8 degrés, dans tous les cas, à la fin, pour stabiliser, vous devez arriver à la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone, ce n'est pas une question de est-ce qu'on y arrive ou est-ce qu'on n'y arrive pas. La neutralité carbone, c'est quand est-ce qu'on y arrive. Et le plus on attend, ou le plus on prend de temps pour y arriver,
le plus les impacts seront dramatiques. Parce que le changement climatique, c'est cette fameuse piscine qui déborde, c'est pas une question de flux, c'est une question de stock. Une fois que le stock le changement climatique, ça dépend de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, pas de ce qu'on rajoute chaque année avec nos émissions. Donc, on n'a pas le choix. La bonne nouvelle, c'est que c'est complètement possible. Si vous prenez le rapport du 3e groupe de travail du GIEC, ce que vous voyez, c'est que on identifie tout un tas de solutions de décarbonation possibles, avec en gros leur potentiel et leur coût. Le potentiel, c'est la taille de la barre, le coût, c'est la couleur. Bleu, ça veut dire que ça ne nous coûte rien, c'est économiquement rentable de le faire aujourd'hui. Rouge, c'est que ça coûte à peu près entre 100 et 200 $ la tonne de CO2 évité. Ce que vous voyez là-dedans, ou ce que vous dit le GIEC, c'est que la somme de tout ça, ça vous permet largement de faire la transition jusque 2030-2035. Donc on n'a pas de technologie qui nous manque pour nous mettre en route. Et non seulement ça, mais franchement, la très grande majorité, elle est en dessous de 100 $ la tonne, ce qui n'est pas un effort incroyable. Et ensuite, juste pour vous donner une petite idée, on a plein de débats dans le milieu financier qui regardent la transition sur ce qu'on fait du CCS, ou bien encore là du CUX, etc. Des trucs ultra technologiques. Le vrai potentiel de décarbonation à l'échelle de la planète, en fait, il est là et il est lié aux soins qu'on prend de la nature et de nos pratiques agricoles. D'accord. Donc là aussi, je pense que ça vaut le coup de renverser notre perspective sur les différents sujets. Alors, le sujet du reste, on s'en fout. Qui est un peu cette bataille est tellement compliquée et tellement mal engagée que faisons n'importe quoi. Au fond, finançons, créons de la monnaie, ne nous posons pas la question de la dette publique, etc. On verra tout ça après. Mais là aussi, ça me semble être une assez mauvaise... Enfin, la peur est une assez mauvaise, et le sentiment d'urgence dans ce domaine-là est une assez mauvaise conseillère. Parce que, au fond, pour chacune de ces... Le vrai sujet de tout ça, c'est que le long terme de 1850, quand on a commencé à exploiter le charbon massivement, en fait, le long terme de 1850, c'est 2030, c'est aujourd'hui. Voilà, on est rattrapé par ce long terme. Quand on mettait une tonne de CO2 dans l'atmosphère en 1850, ça avait à peu près pas d'impact. On savait déjà au passage, depuis quelques années, parce que je crois qu'on a fêté cette année les 200 ans de le premier article publié sur l'effet de serre. Donc on savait qu'à long terme, ça aurait un impact. Mais on pouvait se dire, c'est pas grave, c'est dans longtemps. On voit bien qu'on ne peut pas oublier les sujets de c'est pas grave, c'est dans longtemps, et que la manière dont on va faire la transition, y compris la manière dont on va la faire de manière juste et responsable, dans le bon usage des ressources communes pour la faire, c'est indispensable parce qu'un jour, on sera rattrapé par le long terme de chacun de ces problèmes. Chacun de ces problèmes a des conditions aux limites, et en fait, on ne peut pas s'en abstraire. C'est ça qu'on le découvre. Alors, vous allez me dire, très gentil, mais au fond, sérieusement, hein, c'est mort, quoi. 2023, 1,46, 1,5, c'est donc un objectif qu'on va oublier. Alors d'abord, le climatologue que je ne suis pas vous dirait, attention, hein, quand on parle de climat, c'est une moyenne sur 20 à 30 ans, d'accord. Donc on n'a pas encore sur la moyenne de 20 à 30 ans passé les 1,5. Donc on se calme, on s'est mal engagé, mais c'est pas perdu. Et puis la deuxième chose, quand on se dit tout ça c'est foutu, c'est aussi, c'est très bien de réfléchir au changement climatique, mais il y a tellement d'autres dimensions qui font qu'on est un peu mal dans la manière dont on habite notre planète, que est-il vraiment imaginable de penser qu'on va respecter. Enfin, si on résout le sujet du changement climatique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est pas trop tard? Je pense que voilà, être conscient de la gravité du problème, c'est important, mais il ne faut pas non plus oublier ou ne pas voir que le problème est en train d'être résolu. J'aurais pas dû vous montrer cette slide tout de suite avant de vous poser la question. Qui dans cette salle pense que les COP, ça marche? Allez, timidement, peut-être 5 personnes. Ouais, les COP, figurez-vous, ça marche. Avant l'accord de Paris, on allait vers un monde à 3,6 degrés, d'accord, avec les politiques qui étaient mises en place.
L'accord de Paris, c'est quoi? C'est un accord de gouvernance. On s'est mis d'accord sur la manière dont on allait gérer ou coordonner nos efforts pour arriver à un objectif commun qui est de maintenir le changement climatique bien en dessous de 2 degrés, si possible 1,5 degré, en adaptant nos économies et en faisant en sorte que tout ça soit juste et acceptable, c'est-à-dire en ne sacrifiant pas l'objectif de développement. Donc ça, c'est le monde dans lequel on allait avant l'accord de Paris avec les politiques qui étaient mises en place. Le monde dans lequel on est aujourd'hui avec les politiques qui sont mises en place, d'accord, celles qui sont vraiment concrètes, d'accord, c'est un monde dans lequel on va vers 2,7. Okay, moins de 3. On a gagné pratiquement 1 degré en l'espace d'une décennie. Ça, je suis désolé, mais enfin, voilà, ça compte un peu. Et ça a plein de conséquences, on va le voir pour la suite. La deuxième chose, c'est que l'accord de Paris dit, bon, bah, en fait, ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, tous les 5 ans, on va mettre sur la table notre plan pour arriver à l'objectif. Puis ensuite, on va voir, on va relever l'ambition de ce plan, on va faire le résultat de la somme des plans. Et si ça atteint l'objectif, on les met en œuvre. Si ça n'atteint pas l'objectif, on poursuit la mise en œuvre et puis on augmente l'ambition. Donc là aussi, en gros, les politiques d'aujourd'hui, ça correspond peu ou prou au plan que les pays ont mis sur la table il y a pratiquement 10 ans maintenant pour l'accord de Paris. Et les plans, donc ces fameuses NDC, si on les... Alors, il y a deux choses, hein. Il y a les NDC à 2030 et puis il y a les cibles à long terme, c'est-à-dire en particulier quand un pays ou une région s'engage à la neutralité carbone en 2050, c'est pas dans sa NDC, c'est dans son pledge. Donc si vous voulez vraiment regarder les annonces qui sont liées au COP, en gros, on est là. D'accord ? Si on met en œuvre ce qu'on a dit qu'on ferait, chacun d'entre nous, on est à 2 degrés 1. Si on met vraiment tout en œuvre, c'est-à-dire que dans les NDC, dans les pledges, il y a des choses les gens peuvent dire, moi je fais ça si quelqu'un d'autre fait ça. D'accord ? Donc si on considère que tout le monde fait tout, on est juste en dessous de 2 degrés. C'est pas encore le monde dans lequel on voudrait être. Hein, qu'on soit bien clair. C'est pas le monde dans lequel on voudrait être, mais c'est plus du tout celui-là. Donc je suis désolé, les gens qui me disent les COP ça marche pas, l'action climat à l'international ça patine, non, c'est complètement faux. Deuxième chose dont on n'a pas conscience, je pense, en étant en Europe, à Paris, c'est à quel point notre système énergétique mondial est en train de faire sa révolution en l'espace d'un tout petit nombre d'années. Ça, c'est l'augmentation des investissements dans la production d'énergie décarbonée. On a multiplié ça par 3 en l'espace de 4 ans, 5 ans. D'accord ? Alors quelqu'un peut me dire, oui, d'accord, on multiplie par 3, mais on continue à investir dans le charbon, et je suis d'accord, on continue à investir dans le charbon. Mais le basculement, il est vraiment en cours. Si vous regardez, donc ça, c'est les investissements, c'est presque les mêmes chiffres, même si ce n'est pas les mêmes sources. Ce que vous voyez, c'est que maintenant, en fait, pour $1 investi dans l'investissement dans la transition dépasse déjà d'un bon tiers, d'un bon 30%, l'investissement, enfin ça dépend dans quel sens vous regardez, mais l'investissement dans les énergies fossiles. Si vous regardez juste la production d'électricité l'année dernière dans le monde, j'ai presque fini. L'année dernière dans le monde, la production d'électricité, 80% de la nouvelle capacité installée, c'est des renouvelables. D'accord ? Le système est en train de changer, et la bonne nouvelle, c'est que ce système nous amène à un endroit où le pic des émissions est en vue. J'ai fait un peu de conjoncture quand j'étais jeune. Je ne me lancerai jamais dans la prédiction d'un pic. Okay, un point d'inflexion, c'est quand même terriblement difficile à prévoir. Mais là, si je prends les prévisions de l'AIE sur la base des politiques mises en œuvre, d'accord, en fait, ce que vous dit l'AIE, c'est que la demande de charbon va commencer à baisser assez rapidement, dans les 2-3 années qui viennent. La demande de pétrole et de gaz, là, ici, elle va rapidement arriver sur un plateau. On n'est plus dans un monde dans lequel on a une sorte d'appétit insatiable pour les énergies fossiles. Un des sujets de ça, et vous connaissez ça par cœur comme financier,
c'est que, à côté de ça, ce qu'on est en train de développer, c'est une surcapacité. Donc, en fait, on est en train de fabriquer. Les stranded assets, c'est pas l'histoire d'hier, c'est l'histoire de demain. C'est ce qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui, en imaginant que la demande va continuer à croître. Là encore, c'est pas une. Enfin, je veux dire, si on voulait respecter les objectifs qu'on s'est donnés à Paris, il faudrait une décroissance beaucoup plus rapide, mais le monde est en train de changer. Ce monde, il est en train de changer largement. Enfin, ensuite, les gens se disent, mais je ne le vois pas changer. Et en fait, vous le voyez, on ne le voit pas collectivement changer parce qu'en fait, c'est une révolution technologique. C'est une révolution qui ne se voit pas. C'est technologique avant d'être politique. La vraie révolution, c'est que quand à Copenhague, on n'arrive pas à se mettre d'accord, basculer nos systèmes énergétiques vers le bas carbone, c'est une multiplication du coût de l'énergie par 2 ou par 3. Okay, ça ne marche pas économiquement, on est d'accord. Depuis Copenhague, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toutes les énergies renouvelables sont arrivées à parité avec les énergies conventionnelles, les énergies fossiles. Et donc c'est ce basculement que je vous ai montré là, c'est vraiment le résultat de cette baisse, de cette amélioration de la rentabilité dans les énergies renouvelables. Dernier point, vous allez me dire, ok, très bien, mais d'un point de vue politique, il se passe pas grand-chose, il se passe pas assez, et je serais d'accord avec vous, si on veut aller au bout de la transition, on ne fera pas l'économie de mettre un prix sur le carbone, pour le faire disparaître. Voilà. Mais en fait, là aussi, ce prix sur le carbone, sans qu'on s'en rende complètement compte depuis Paris ou depuis l'Europe, c'est quelque chose qui est en train de se diffuser extrêmement vite. Aujourd'hui, on a 25% des émissions de gaz à effet de serre qui sont couverts par un mécanisme de tarification type marché ou taxe. Et ça, cette bascule-là, elle se passe en particulier beaucoup en Asie du Sud-Est, qui est l'endroit où la transition énergétique se perdra ou se gagnera. L'Afrique, c'est là où le développement bas carbone se joue, l'avenir du développement bas carbone se joue. L'avenir de la transition énergétique, c'est en Asie du Sud-Est. Donc, en fait, ce momentum politique, et les gens qui me disent on ne va pas faire plus d'efforts parce que de toute manière, les autres n'en font pas, c'est vraiment, c'est ne pas avoir regardé ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. Voilà, j'espère vous avoir convaincu que fondamentalement, cette transition, comme on le disait tout à l'heure, en fait, la plus grande injustice, c'est de ne pas faire la transition. Une injustice, notamment, et là c'est vraiment, je remets ma casquette de secrétaire général du NGFS, notamment vis-à-vis d'un tas de pays vulnérables, pour lesquels les coûts sont absolument apocalyptiques. Mais vraiment, la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment en train de se passer. C'est en train de se passer vite, et beaucoup plus vite que ce dont on perçoit rapidement. Si je prends un dernier chiffre, deux derniers chiffres, ou plutôt un seul dernier, deux chiffres, 15% et 85%. 15%, c'est le volume de l'investissement, la part dans l'investissement total en France l'année dernière qui était consacrée à la transition. D'accord, 15%. 85%, c'est, pour prendre un exemple qui est lié au secteur financier, là aussi, parfois on se dit, les choses n'avancent pas vite, on répète toujours les mêmes choses, etc. Il y a bientôt 3 ans, le superviseur européen a dit, voilà, j'ai un certain nombre d'attentes vis-à-vis des banques que je supervise sur la prise en compte des enjeux climatiques. Parmi ces attentes, il y en avait une d'être capable de gérer ces risques. La gestion des risques, ça commence par l'identification. Et donc, vous devez être capable d'identifier ces risques de manière un peu fine. Quand le superviseur européen demande ça aux banques, on fait une première photo, et on se rend compte qu'on a 15% des banques qui, au mieux, ont une approche basique de l'identification de ces risques. On part de 15% des gens qui ont commencé vaguement à faire quelque chose. Quand on refait la photo mi-2022, on se rend compte que le 15% est devenu 85% des banques. 85% des banques ont des pratiques au moins basiques d'identification des risques. Et là, on se rend compte que pour toutes les attentes du superviseur européen, on a au moins un établissement qui était la cible. Et donc là, on se dit collectivement, on va demander à tout le monde d'y être. Et à la fin de cette année, tout le monde devra être à la cible sur l'ensemble des attentes du superviseur. Ce qui veut dire qu'en l'espace de 3, 4, 5 ans, le secteur bancaire européen a basculé dans sa manière d'analyser, de comprendre et de gérer et de financer ces risques. Et je voudrais revenir à ce que disait Guillaume. Ça, c'est très bien, c'est les règles. Le vrai sujet, c'est celui de l'intention. Comment est-ce que nous, on peut faire la différence? Voilà.